Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Nicolas. Comment vas-tu? Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien. C'est difficile de rester concentré. Mais c'est sûr que ça va bien. J'étais avec toi. On est dans un bar, on a de la bière. Oui. On jase techno, ça fait 2 heures. Oui. C'est écœurant. Belle soirée. C'est sûr que ça va bien. On va faire un retour sur ta conférence Sécure, ce qui est l'objectif de cet enregistrement-ci. Tu es venu présenter essentiellement Safe, qui est la plateforme, le framework que Google a rendu public sur disons, un usage responsable du AI et pour aider les entreprises à faire de telles mêmes choses, d'adopter de façon sécuritaire et responsable le AI dans les entreprises. C'est basé sur 6 piliers que tu as abordé de façon sommaire pendant la présentation. On va aller un peu plus en profondeur, puis on va jaser sur ça. That's it. On va les passer, je pense, un après l'autre, puis on va expliquer un peu pourquoi aussi Google a publié ça. Fait que first, ça fait vraiment très longtemps que Google a de l'AI, donc en termes a de l'AI dans ses produits. Donc de l'expérience à gérer tous les défis qui viennent avec de l'AI. Puis les défis, c'est pas juste nécessairement de la sécurité, là, c'est de la scalability, de la performance, de la rapidité, le réseau que ça prend pour supporter ça. Donc, ça fait longtemps que Google fait ça. Au-dessus d'une dizaine d'années, on a développé nos propres modèles. Fait que ce que j'ai vraiment aimé quand on a publié le Safe, c'est que c'était la recette que Google utilise à l'interne pour ses propres produits, que compte tenu de la situation et de l'engouement qu'il y a pour les AI en ce moment, Google a décidé de la publier pour permettre à d'autres personnes ou à d'autres compagnies de s'y retrouver puis de bénéficier de l'expérience que Google a appliquée à ses propres produits. Fait que c'est pour ça que je trouve que le Safe, ça se glisse bien d'une discussion, ça se glisse bien d'un podcast, puis tout le monde peut bénéficier de ces principes-là parce qu'ils sont basés sur plus que 10 ans de développement d'AI. Oui, d'expérience et de choses comme ça, c'est très, très important. Tu le mentionnais dans ta présentation, tout ce que tu vois autour de toi au niveau du AI, c'est un peu troublant. Même chose pour moi. Je pense que les gens s'y lancent sans vraiment comprendre ce qu'ils font. On se retrouve vraiment, à mon sens, dans l'époque du beau-frère qui faisait des sites web, où il pense que ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de conséquences à faire ce qu'il fait, quand dans les faits, les ramifications sont beaucoup plus grandes. Ce framework-là vient justement établir des piliers importants dans une forme de checklist. La version longue est beaucoup plus intense, mais en version courte, ce qu'on va faire là, dans les 6 piliers un peu, c'est au moins un checklist de base que tout le monde devrait faire avant de faire quelconque projet de AI. Là. No, that's it. Ce qui est difficile avec les AI en ce moment, c'est de comprendre la portée. Puis, beaucoup de projets que moi je fais, les gens, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est magique, que ça va fonctionner toute seule. Mais en réalité, c'est que les principes de sécurité, les mêmes principes de sécurité avec lesquels on travaille depuis 10, 15 ans, 20 ans, ben ça s'applique à l'AI aussi. C'est pas magique comment ça fonctionne. Ça prend des données, ça prend du compute, ça prend une application, ça prend du code. Faut entraîner le modèle, mais là, après, on se ramasse avec des données sensibles qui sont impliquées dans ça. C'est pas tant différent de n'importe quelle application. Donc, oui, il y a des principes dans le Safe qui sont spécifiques à l'AI, mais tantôt, on en parlait, puis on se disait, tu sais, les 6 piliers, on pourrait enlever le mot AI dedans, puis les 6 piliers font quand même du sens de façon autonome, right? Donc, ce que le Safe apporte, c'est vraiment la petite touche spécifique à l'AI, où est-ce que, puis on va les couvrir les 6, ça s'applique directement à l'expérience que Google a eue avec ses produits. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est sûr que, effectivement, les 6 points ou les 6 grands piliers s'appliquent à n'importe quel système, mais la spécificité du AI est quand même tenue en compte puisqu'il y a des éléments particuliers qui sont faits. Le niveau de traitement de l'information est différent. La façon que la réaction, si on parle du Gen AI notamment, sa réaction, comment ça vit, tout ça est un peu différente et un peu de surprise aussi par rapport à tout ça qui peuvent étonner un peu, mais ça demeure pas de la magie, c'est quand même des algorithmes sophistiqués, mais quand même qui doivent être encadrés comme n'importe quel autre algorithme qu'on voit dans nos applications doivent exister. Là. Puis tu parles de Gen AI, mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que de l'AI existait avant Gen AI. Là.
Puis, tu sais, quand on voulait juste avoir une simple régression linéaire, c'est-à-dire d'être capable de prédire une tendance d'un set de données, d'un ensemble de données, ben ça reste des AI. Ces données-là, ben ils peuvent être sensibles. Il faut qu'ils soient sécurisés adéquatement. Si jamais on les divulgue, ben on vient essentiellement, potentiellement de créer une brèche de confidentialité. Tu sais, les principes sont les mêmes. GenAI a relevé ça à la face du monde, a ajouté une espèce de visibilité. Mais dans les faits, l'AI, ça existe depuis quand même un certain temps. Ben oui, puis même les réseaux neuronaux qui appuient le AI, le GenAI maintenant, ça existe depuis les années 80. Là. Fait que c'est vraiment très, très vieux. C'est juste qu'on a maintenant la capacité de compute suffisamment forte pour mettre à plusieurs layers de réseaux neuronaux pour aller ce qu'on est capable de faire maintenant, ce qui est exceptionnel. Mais les gens qui ont réfléchi, ça fait longtemps. Fait que c'est pas nouveau comme concept. C'est juste que puis là, j'ai l'impression, à certains égards, surtout comme dans un cirque itinérant avec un magicien, dans le temps où il n'y avait pas d'électricité. Puis là, les gens, là, il fait son petit tour de magie, puis le monde sont émerveillés comme il était fantastique, c'était un seigneur, parce qu'il a réussi à faire son petit tour de magie. Puis le GenAI donne le même feeling, comment les gens l'abordent de façon « Wow, c'est magique ». Puis je suis capable de faire un tour de magie moi aussi parce que j'utilise. Donc, il y a comme un aspect anthropologique qui me semble très mystérieux, là, mais bon, bref. Fait que moi, ce que je te suggère, c'est qu'on passe les 6 piliers, puis on en discute. Là, j'ai pas la version française des 6 piliers. Ça n'a pas été traduit encore. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer, je vais nommer le pilier. Je vais faire une vague traduction non approuvée par les instances de Google. Puis, on va jaser de ça. Fait que le premier numéro 1, en anglais, ça se dit Expand Strong Security Foundation to the AI Ecosystem. En gros, ça dit il faut que tu sois capable d'étendre tous tes principes de sécurité au système d'AI. Le système avec un grand S, parce qu'un système d'AI, c'est pas juste un modèle, c'est un ensemble d'éléments. Fait qu'on va jaser de cela en premier. Oui. Quand on regarde les piliers, les sous-points de ce premier pilier-là, le premier, ça dit réviser les contrôles de sécurité existants. Et ça, c'est intéressant. Ben, il faudrait de façon large les réviser, ces 10 contrôles-là, de toute façon, et les adapter dans ce cas-ci, parce que là, on se retrouve avec un système qui consomme beaucoup de données brutes dans les systèmes, mais aussi qu'il y a beaucoup d'interactions avec les utilisateurs. Donc, il y a peu de règles dans les systèmes qu'on développe actuellement qui tiennent compte de ce degré d'interaction-là qu'on a avec le AI et tout ce que ça peut faire et tout ce que ça peut générer. Là. Ce que j'expliquais dans la conférence qu'on a faite ensemble, c'est en gros, là, il y a beaucoup des systèmes, des contrôles que vous avez, que vous les avez déjà. Donc, quand vient le temps de sécuriser un modèle, dans le fond, vous sécurisez essentiellement 3 choses. L'infrastructure, les données, puis le modèle en soi. Le modèle, il y a comme deux variantes à ça. Tu as l'entraînement du modèle d'un, puis l'opérationnalisation du modèle, ce qu'on appelle l'inférence. L'inférence, c'est quand tu l'exécutes. Donc, c'est essentiellement ces 3 choses-là qu'il faut sécuriser. Puis, guess what? Tu le fais avec les mêmes outils que tu as aujourd'hui, ou en grande partie les mêmes outils. Oui, absolument. Puis c'est ça, il faut les étendre, c'est ce qui est mentionné là. Et justement, mais les adapter aussi, parce qu'il demeure des nuances. Puis là, c'est un petit peu rough dans les points haut niveau, parce que quand on creuse, les nuances commencent à apparaître, puis justement, on ne peut pas faire ça tel quel. Mais on a quand même les outils qu'on a en main, qu'on peut adapter pour justement l'étendre correctement à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle façon de manipuler l'information. Puis, au-delà de ça, on parle, puis tu donnes souvent cet exemple-là en off, c'est qu'on alimente les données dans les AI et ces données-là ont des droits d'accès qui leur sont spécifiques. Et quand on l'envoie dans les AI, ben, on vient comme diluer ces droits d'accès-là. Donc, on vient comme faire perdre la propriété de l'information qui est en in de sa propriété d'accès. Et qu'en sortie, ben là, on n'est plus capable de contrôler ce genre de choses-là. Donc, il faut tenir en compte ce genre de contrôle-là pour s'assurer qu'on maintienne le même genre de choses.
Dans les choses qui sont marquées, l'injection est une chose standard. On avait de l'injection SQL avant, mais maintenant on a de l'injection de prompt. C'est les mêmes techniques, c'est juste qu'il faut adapter les outils pour les faire fitter dans le nouvel écosystème qu'on est en train de déployer dans nos entreprises. Clairement. Un des points du pilier numéro 1, ça dit qu'il faut que tu te prépares à emmagasiner et suivre, effectuer le suivi sur ton supply chain asset, ton code et tes données d'entraînement. Puis ça, c'est drôle parce que dans les faits, ce qu'il faut que tu sois capable de faire, c'est d'appliquer les mêmes principes de gouvernance de données que tu appliques aujourd'hui à n'importe quel data lake ou data warehouse. Il faut que tu t'assures que ta qualité est bonne, que la sécurité est bonne, que l'architecture de tes données, de tes pipelines est bonne. Tu vas générer des métadata avec ça, donc tu vas être capable d'avoir un catalogue complet de tes données. Toute la gestion du cycle de vie, du storage. Fait que c'est exactement ce que tu dis. C'est que là, ces données-là qui sont utilisées dans le cadre de l'utilisation de l'AI, que ce soit à l'entraînement ou à l'inférence, ben, il faut qu'ils respectent tes principes de gouvernance que tu avais mis en place avant. Oui, il faut maintenir, c'est justement ce genre de choses-là, puis on l'oublie parce qu'on est aveuglé par la nouvelle technologie. On oublie qu'il y a des principes, qu'il y a des éléments qui suivent et qu'on doit justement les mettre comme ça un peu. C'est un excellent rappel en ce sens. Quand je regarde les autres éléments qui sont mentionnés dans le SAFe pour le pilier 1, un des éléments qui portait mon attention, c'est Retain and Retrain Employee. Ça, c'est intéressant. Dans les faits, là, les AI, puis moi, je le vis au quotidien, des gens qui ont étudié dans ça, qui ont un PhD en machine learning, il n'y en a pas tant de ça dans le marché aujourd'hui. Puis l'AI prend assez de place que je pense que c'est bon pour tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, qui font une carrière en TI élargie ou en cybersécurité. C'est bon de développer des compétences là-dedans parce que ça va représenter une grosse charge de travail à moyen terme pour tout le monde, de comprendre comment bien sécuriser ça. Ça va être difficile pour n'importe qui ne connaît pas l'AI de comprendre les paramètres à sécuriser de l'AI. Oui, ben c'est comme n'importe quelle technologie, notamment en cyber, pour être bon dans un domaine, il faut avoir l'entraînement et la connaissance de ce domaine-là. On ne s'improvise pas dans certains secteurs. Donc, moi, je ne fais pas de sécurité applicative parce que ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas entraîné là-dedans. Ce n'est pas ma spécialité. Et dans le même titre que ça, on doit le faire la même chose pour les AI. Donc, si on veut, autant à l'inverse, autant des deux côtés, qu'on puisse entraîner les data scientists qui font ça, puis les habituer à ce qu'on fait comme en entreprise pour les familiariser avec les règles de cyber. Et inverse aussi, les gens qui travaillent en cyber doivent être familiers avec le fonctionnement, comment tout ça fonctionnerait, que ce ne soit pas qu'une simple boîte noire qu'on va juste essayer de mettre un plaster dessus pour régler. Là. Ouais. Si on jump au pilier numéro 2 maintenant, ça s'appelle Extend Detection and Response to bring AI into an organization threat universe. En gros, vous avez besoin de développer une compréhension des menaces qui sont appliquées à l'AI. C'est vraiment important parce que les menaces vont être un peu différentes de ce qu'on est habitué à faire, à voir, puis ils sont surtout spécifiques. Fait que c'est pas vrai qu'on va être capable de protéger l'AI de façon holistique. Ça va être en fonction de chaque use case qu'on a. L'exemple que j'utilise souvent, c'est quand tu développes un modèle d'AI sur une usine pour déterminer si une pièce est défectueuse ou pas, tu ne vas pas le protéger et sécuriser de la même façon que si tu protèges des données financières avec un LLM ou un chatbot. Donc, c'est super important de comprendre comment les menaces se présentent puis de s'assurer qu'on est en mesure d'y répondre. Absolument. C'est un peu une extension du point 1 dans lequel justement la menace se présente. Je mentionnais l'injection SQL, on voit l'injection de prompt. Comment on se prémunit contre ça? C'est quoi la menace associée à ces éléments-là et comment on les détecte? Alors là, c'est tous les filtres qui doivent être mis en amont, notamment justement pour protéger ce qui rentre dans l'AI pour que ça aille bien. Et la même chose à la sortie, on doit faire le même genre de traitement pour s'assurer que ce qui ressort est conforme aux normes de l'organisation, n'est pas outrancier ou ne divulgue pas le modèle ou peu importe comment on veut intercepter, mais les deux côtés sont importants, donc on doit le réfléchir de la même façon
qu'on le faisait sur les choses, mais en même temps, de l'adapter spécifiquement parce que de l'attaque de prompt, il n'y a personne jusqu'à il y a 2 ans savait c'était quoi. Donc, c'est un domaine en pleine émergence et c'est des stratégies nouvelles qui sont découvertes de nouvelles façons. On l'a vu avec le fait que le chat GPT a fait une crise de bacon parce qu'on l'a amené dans une réaction particulière. Et dès lors, il a comme vomi ses données d'apprentissage. Donc, c'est un manque au niveau du input. Ils n'ont pas été capables de le bloquer, comme ils n'ont pas été capables de bloquer en sortie, mais c'est une menace différente ou un traitement de la menace qui est différent. Tu as raison. Puis ce qui est intéressant de ça, ça fait des années qu'en cybersécurité, on parle de la CIA, la confidentialité, l'intégrité, l'availability. C'est le triade des 3 grands piliers. L'AI, il y a une autre variable là-dessus qui c'est vraiment lié à l'éthique. Donc, est-ce que l'output de l'AI est respectueux de... Tu sais, ça pourrait générer un contenu haineux, ça pourrait générer des choses qui pourraient heurter les gens, qui sont pas nécessairement liées à la CIA comme on la connaît traditionnellement, mais là, il y a des nouveaux enjeux éthiques puis de responsabilité qui transcendent un peu ces 3 choses-là, mais ça peut définitivement être un enjeu de l'IA. Oui, puis justement le protéger, puis là, on le voit beaucoup dans la protection des prompts, comment toutes les techniques sont utilisées pour contourner les blocages et de voir comment les anticiper et comment le faire, parce que ça, c'est une menace, et de comment on peut justement limiter à ce que les moteurs soient mal utilisés, pour les moteurs publics notamment, mais même en entreprise, si on se développe son propre moteur, les gens à l'interne ne sont pas plus responsables que les gens sur Internet. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont tester les limites du système, quitte à avoir des données personnelles sorties. Et puis, tu le mentionnais dans la présentation, loi 25 est un élément important qui vient calibrer l'usage d'informations dans ces éléments-là. Et si on n'en fait pas attention maintenant, on pourrait le regretter plus tard. Mais celle-là, ça devient une menace légale, mais elle est authentique, elle est vraie. C'est sûr que la loi 25, là-dedans, quand tu y penses, à première vue, la loi 25 a été écrite bien avant les LLM en général. Fait que, c'était pas ciblé à l'AI. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des concepts dans la loi 25 que quand tu les lis, ben, tu te dis, OK, mais maintenant, comment je suis capable de respecter la loi 25 dans ce contexte-là d'utilisation d'intelligence artificielle? Hey, c'est pas simple que ça va être facile, là. Souvent, des outils d'intelligence artificielle gratuits, ils se servent des données pour réentraîner leur modèle. C'est leur source de données d'entraînement. C'est gratuit. Donc, on dit, ben, en contrepartie de la gratuité, je vais être propriétaire des données en input. Mais le défi qu'on a avec ça, c'est que là, tu viens, si c'est des données, si tant est qu'on a des données sensibles, mais là, on peut entraîner le modèle avec des données sensibles et là, contrevenir à des principes qui sont dans la loi 25, les principes de traçabilité. Donc, la loi 25 qui dit vous devez être en mesure d'identifier où sont vos données puis de les effacer sur demande de quelqu'un. Oui, mais là, si on vient d'entraîner un modèle, comment on va faire pour l'effacer, la donnée sur la demande de quelqu'un? Donc, ça va être très difficile de savoir elle est rendue où puis comment elle a été utilisée. Ben, notamment, puis si on revient le point 2, pour moi, l'un des aspects, c'est que là, au niveau de la menace, c'est que comme les malveillants ont compris qu'on était capable de faire potentiellement ressortir les données qui ont été mises dans le AI, si vous avez utilisé des données personnelles pour entraîner ça, ça ne prendra pas énormément de temps avec les malveillants. Essayer de forcer le modèle pour que le modèle régurgite les données d'entraînement, notamment les données personnelles. Donc, on s'expose à des situations très particulières. Je sais qu'il y a des organisations qui veulent entraîner leur chose de service à la clientèle. On a eu Air Canada qui a fait les nouvelles, mais ça, c'est juste drôle parce qu'ils ont été un peu négligents. Mais au-delà de ça, c'est pas les premiers à avoir ce degré de négligence-là. Et bien heureusement pour eux autres, ils n'ont pas entraîné avec des données personnelles. Mais si on expose un système comme ça à de la donnée personnelle, c'est foutu sur Internet. Il y a quelqu'un qui va essayer de le tweaker jusqu'à temps qu'ils viennent garrocher ou sortir les données. Fait qu'on va être super attention. Là. Exactement. Puis d'ailleurs, lié à ça, quand on regarde le dernier élément du pilier 2, c'est d'ajuster les politiques
puis les processus de réponse aux incidents. Donc, quand on parle de qu'est-ce qu'on tolère dans l'entreprise en termes de données, on en parlait un peu tantôt, même, oui, c'est important de définir les normes d'utilisation de l'AI puis les données, mais dans les faits, c'est pas tant différent des données des politiques qu'on utilise depuis tout le temps. Donc, tantôt, tu donnais l'exemple de oui, mais ma politique pour les réseaux sociaux, en quoi elle doit être spécifique aux réseaux sociaux versus la politique d'utilisation de l'AI, en quoi elle devrait être spécifique à l'utilisation de l'AI. Ben, tu sais, ça se ressemble. Là. C'est l'utilisation. Ce qui est important, c'est de ne pas utiliser des données sensibles dans des systèmes qui ne sont pas gérés, contrôlés, autorisés par ton entreprise. Oui, ben, tout à fait. C'est dès qu'on est dans des systèmes externes qui consomment de la donnée qu'on produit comme humain, il y en a de toutes les sortes. Fait que si on commence à les nommer ou à les spécifier, ben là, on se limite dans la portée de cette dite politique-là ou cet encadrement-là qu'on a besoin. Puis que s'il y a un nouveau réseau social qui sort d'un État X ou d'un système qui consomme de la donnée, parce que c'est ça que c'est le AI dans le contexte qui consomme de la donnée qu'on lui fournit. Et bon, si on fournit de la donnée sensible, ben, comme sur Facebook, comme sur YouTube, comme sur peu importe le système sur lequel on ça, si on donnait de la donnée sensible, ben, c'est le même problème dans toutes les plateformes. Indépendamment que ce soit un réseau social au sens genre j'ai des amis. Je peux même aller très drôle. Tu sais, QuickBook. Tu peux avoir des amis QuickBook. Là, tu sais, entendre mon système comptable. Fait que, tu sais, tout le monde a des espèces de systèmes d'interaction. Est-ce qu'on va spécifier que QuickBook est un réseau social dans notre politique? Ben non. On va dire, ben là, un système qui permet l'interaction de l'humain avec la machine, contribution de contenu et machin, puis là, pouf, tout. Et là, nécessairement, le AI plus public va devenir dans la portée. Donc, de facto, ben, utiliser ChatGPT ou Gemini, c'est comme utiliser Facebook. Au même titre que si on met là-dedans, ben, on le met dans un environnement qui n'est pas contrôlé par l'organisation. Je parle des versions publiques, là, je ne parle pas des versions privées ou internes. Là. Yep. Quand on regarde le pilier numéro 3 maintenant, le pilier numéro 3, ça dit « Automate defense to keep pace with existing and new threats ». En fait, le mot-clé dans ça, c'est automatisation. Puis de comprendre les nouvelles menaces. Puis il y en a des nouvelles menaces, des choses qui n'existaient pas ou très peu il y a un an, que l'arrivée des LLM sur le marché a comme surfacé. C'est important de comprendre les possibilités de brèches puis les capacités de l'AI en général pour pouvoir automatiser la réponse à ces incidents-là. C'est important aussi d'utiliser de l'AI pour combattre des menaces qui ont été générées par l'AI. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on voit de plus en plus de vendors en sécurité, Google comme d'autres, qui embed ou qui intègrent l'AI à même les outils de sécurité. Puis ça donne un bon edge à n'importe qui essaie de se défendre contre des nouvelles menaces, des menaces d'un nouveau type, de dire je vais être capable de faire ma réponse plus rapidement, je vais être capable de comprendre cette vulnérabilité-là plus rapidement, je vais être capable de pas nécessairement avoir embauché plus d'humains pour faire face aux nouveaux défis qui sont causés par la sécurité de l'AI. Ben, c'est ça, l'arrivée de l'AI, ça, comme tu mentionnes, amène des menaces nouvelles, des attaques nouvelles, parce que les adversaires vont également l'utiliser. De cette utilisation-là, il faut être capable d'aller à parité. Donc, nos systèmes doivent être en mesure soit d'utiliser et de leverager le AI pour aller beaucoup plus loin et de justement être capable de voir comment ils appellent ça, les capacités émergentes justement de ces éléments-là, autant du AI. Et puis là, on a longuement entendu parler du fait que le phishing allait tout être généré par le AI. Probablement, mais en même temps, on a les mêmes outils pour détecter de l'autre côté. Donc, ça devrait être... tant qu'à moi, c'est à peu près à parité. Si on ne s'exclut pas de la course, c'est qu'on ne reste pas assis sur notre banc parce qu'on boude, ben, normalement, on est capable d'augmenter notre capacité au moins à la même vitesse que les attaquants. Si ce n'est pas plus vite, parce qu'eux ont des modèles très précis pour faire ce qu'ils veulent, quand nous, on est capable de voir davantage et d'utiliser ces outils-là pour faire partie de l'écosystème de défense.
Chez Google, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a été très rapide à intégrer l'AI dans tous nos outils de sécurité. Quand on regarde ce que on l'a dans nos outils avec Mandiant, on l'a dans Chronicle, notre SIM, puis on l'a dans nos outils, mettons, plus cloud, donc Security Command Center, parce que tu es littéralement capable d'avoir une recommandation puis d'avoir plus d'informations sur la menace que tu as. Puis ça permet de répondre plus rapidement à ces incidents-là. Si on regarde maintenant le pilier numéro 4 du SAFE, Harmonize Platform Level Control to ensure consistent security across the organization. En gros, c'est de s'assurer que tous nos contrôles de sécurité sont constants. Puis, ça implique deux choses. Ça implique de faire des revues périodiques de toute l'utilisation de l'AI et du life cycle. Ça implique de standardiser sur un framework de sécurité commun pour toute l'utilisation de l'AI. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en ce moment, ce qui s'est passé dans le marché, puis on le voit, il y a des nouveaux outils, des nouveaux modèles qui sortent littéralement à toutes les semaines. C'est très similaire en fait à ce qu'on a vu en cybersécurité il y a peut-être 10-12 ans quand on s'est mis à avoir de plus en plus de nouvelles attaques. De plus en plus de produits se sont mis à être vendus en même temps. Et là, le défi, ce qui est arrivé en sécurité, puis tu sais, là, ça s'est fragmenté au bout. Puis là, on s'est ramassé, les entreprises sont passées on avait un antivirus puis on avait un firewall. Puis à l'intérieur de quelques années, on a été obligé de rentrer un IPS, un CSPM, un SIM, des outils d'automatisation, du NAC, tu sais, name it, il y en a eu qui sont rentrés. Ben, c'est parce que le marché s'est fragmenté. Puis en AI, en ce moment, c'est très facile de se fragmenter parce que tu vas sur Hugging Face, il y a des tonnes et des tonnes de nouveaux modèles, il y a des gens, ça devient très largement disponible. Ben, ça vient avec le défi de la fragmentation. Oh boy, on peut-tu franciser ça? Fragmentisation. Oh boy, ça se dit pas. Aucune idée, mais en tout cas, je comprends. Le fils de la langue française. mais en gros, si les outils sont très, très fragmentés, c'est très difficile de les contrôler. C'est exactement ce qui s'est passé en sécurité il y a 10-15 ans quand ça a commencé à de toute façon, la complexité, l'ennemi de la sécurité, je pense qu'on le maîtrise assez bien, même si on ne veut pas l'admettre. Multiplier les outils, ça ne sert à rien. Puis je regardais un peu justement les effets. Sécurité par défaut, la protection, si on le branche, le suivi de la propriété de l'information, ces paramètres ou ces méta-informations justement de sécurité qui sont associées pour pas que les données soient vraiment en mauvaise main. Que les filtres à l'entrée interceptent les données qui ne sont pas censées rentrer dans le modèle, que des filtres d'accès, qu'une certaine forme d'uniformisation. Là, c'est l'exemple classique, c'est ce qu'on contrôle au niveau de la GIA, la gestion des accès, est probablement l'élément le plus complexe et qui aurait dû depuis longtemps être le plus universel pour être capable de contrôler ce qu'on a de mur à mur, incluant le AI. Parce que de là le problème du fait que si on ne contrôle pas l'accès aux données, ben les données d'un côté peuvent être justement limitées, mais ensuite, après ça, vont être propulsées dans un système où ils perdent leur propriété de sécurité. On ne sait plus ce qui se passe avec. Donc, si on n'est plus capable de rattacher son élément ou son conteneur ou dans quelle portée, ben on a perdu le combat parce que tant qu'à moi, le AI, dans ce contexte-là, c'est un gros blender dans lequel on met de l'information dedans. Ouais. C'est sûr qu'on va être capable de retourner les éléments, on va être capable de ressortir les éléments de le reconstruire. Mais il reste que quand on le met dans le blender, on parle de contrôle de ce que c'est. Fait qu'on contrôle ce qu'on met dans le blender pour qu'on ait ce qu'on veut à la sortie et pas d'autre chose. Ce qui est intéressant dans le pilier numéro 4, là, je suis en train de lire, ça dit « Don't forget to include risk awareness » pour tous les employés. Donc, s'assurer que dans notre revue de l'IA, de l'utilisation de l'IA, qu'on mette aussi à jour puis qu'on définisse du training, de la formation pour tous les employés. Ben pour donner suite, comme tu avais mentionné précédemment, justement, de maintenir nos connaissances en R pour les spécialistes qui œuvrent dans le domaine, c'est sûr qu'il faut que les utilisateurs soient aussi au conscient de tout le risque, que cette éducation-là qui les mène à comprendre les nouveaux jouets qu'ils utilisent.
Avant qu'on ait l'automobile, on n'avait pas besoin de cours de conduite, mais maintenant, on a des automobiles. On doit avoir des cours de conduite pour maîtriser les autos parce que moi, je ne laisserais personne sur la route sans avoir ce cours-là ou cette information-là de base, justement pour manipuler un objet qui peut être dangereux. Le AI est à ce point dangereux que c'est important d'avoir ce degré de formation-là. Là-dessus, je vais te raconter, je pense que je vais raconter aux auditeurs la petite histoire que j'ai racontée à la conférence sur la connaissance du risque lié à l'AI. Fait que, comme je l'ai raconté cette histoire-là, puis c'est une vraie histoire. Hein? C'est dans un barbecue l'été dernier, je suis allé chez des amis qui n'étaient pas du tout dans le monde technologique de la cybersécurité. Un barbecue entre amis, un samedi après-midi. Puis je rencontre quelqu'un, commence à jaser, je le connaissais pas. Puis là, il commence à m'expliquer, quand il a appris que je travaillais chez Google, il commence à m'expliquer, ah oui, moi c'est super, ma femme, ça l'a transformé sa vie. Il commence à m'expliquer que sa conjointe, elle travaille pour une des grandes banques canadiennes, je ne la nommerai pas, mais il commence à me dire, elle est underwriter. Tu sais quoi un underwriter? Évaluation d'un dossier pour le prêt. Exact. C'est quand tu arrives pour appliquer pour renouveler ton hypothèque, c'est la personne qui va regarder tous les paramètres puis qui va déterminer si tu as un risque de défaut de paiement, si tu es une bonne cote de crédit, puis si la banque doit te prêter de l'argent. Puis ce gars-là commence à m'expliquer à quel point ça a transformé la vie de sa conjointe parce que avant, cette personne-là, elle faisait des rapports d'underwriting. Elle était capable d'en faire 5 ou 6 par jour parce qu'elle prend des relevés de ses clients. Elle doit les analyser. Donc, quand on parle de relevés, on parle de ton compte de banque, on parle de ton slip de paie, on parle de ta lettre d'emploi, on parle de données qui sont ultra sensibles, privées. Elle prend ces données-là puis elle émet une opinion. Mais là, un rapport d'underwriting, là, c'est pas simple. C'est pas juste oui-non. Il y a vraiment toute une analyse qui est faite puis c'est beaucoup de rédaction. Là, cette personne-là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait toutes ces données-là, elle crunchait ça dans ChatGPT puis elle faisait écrire à ChatGPT les fondements de son rapport. Le défi, c'est qu'elle utilisait la version gratuite. Puis les versions gratuites des outils comme ChatGPT et même Gemini, c'est pas différent. Là. La version gratuite, les données, c'est une raison pourquoi c'est gratuit, les données peuvent être réutilisées par l'applicatif pour réentraîner les modèles. Donc, il ne faut surtout pas utiliser des données sensibles avec les outils gratuits d'intelligence artificielle. Mais ça, la fille ne le savait pas. Il n'y avait visiblement pas d'awareness programme de gestion de ça dans son entreprise parce qu'elle ne le savait pas. Mais ce que ça m'a soulevé, c'est qu'on a vraiment besoin d'éduquer les gens, puis pas juste les gens de techno, les gens qui vont s'en servir ultimement parce que la dame, elle ne le savait pas. Mais la réalité, c'est que la place où elle a envoyé ces données-là, pourrait reprendre ces données-là et les divulguer à d'autres. C'est-tu qu'on jase de la loi 25 maintenant? Oui, c'est un peu le lien. On a perdu le contrôle de l'information. Ouais. Puis, une fois que la donnée est injectée dans le modèle, on ne peut plus chirurgicalement retirer la donnée du modèle parce que ça ne fonctionne juste pas comme ça. Donc, ça devient un problème très, très majeur. Puis, on l'avait vu dans d'autres circonstances de demande de retrait d'informations. Quand ça devient trop coûteux, les compagnies vont juste refuser parce que ça peut juste dépasser les moyens financiers raisonnables pour le faire. Et dans le cas d'un ChatGPT, par exemple, dans le cas de la dame en question, c'est le modèle au complet qu'il faudrait qu'il soit acheté au vidange parce que le modèle a été infecté avec ces données-là. On n'est plus capable ils n'ont plus d'identité propre. Exact. C'est pour ça que c'est important quand on rentre dans un domaine avec de l'information sensible. Puis là, on s'entend, on ne va pas générer des images de chats. On est dans une banque, on a des informations sensibles. Ce qui est important, c'est d'utiliser des versions entreprises qui, eux, vont être capables de te permettre de la traçabilité, vont être capables d'avoir un environnement très sécurisé, contrôlé, surveillé, puis que vous allez être capable d'empêcher ce genre de choses-là. Oui, parce que notamment en version, pas entreprise plus généralisée, là, celle à genre 20$ par mois, on n'a pas accès à ça, mais des versions plus sophistiquées, tu vas savoir ce qui a été mis dedans, tu vas voir ce qui a sorti du modèle. Fait que tu vas être capable de tracer vraiment tes actions au complet quand tu vas dans des modèles beaucoup plus sophistiqués. Puis c'est à certains égards essentiel d'avoir cette accessibilité-là parce qu'il y a des organisations qui vivent dans des cadres réglementaires, là, on parle au-delà de la loi 25, qui les obligent à avoir cette traçabilité-là. Fait que s'ils doivent monter les preuves,
ben, ils doivent être capables de les produire. Exact. Donc, il faut que ça soit journalisé, il faut que ça soit consigné quelque part. Donc, il faut que c'est ça un modèle de Generative AI soit capable de lui fournir le in, le out qui est sorti de ces traitements-là, justement, pour répondre à des requêtes réglementaires, notamment. Non, c'est vraiment ça, parce que sinon, on s'expose à, en ne balisant pas ces paramètres-là, on s'expose à du Shadow AI. Bon, c'est la même chose que le Shadow IT qu'on vivait là, 10, 15 ans, lorsque les gens ont voulu commencer à utiliser leur superbe nouvelle iPad là, qu'ils avaient acheté en 2010 pour des besoins de l'entreprise. Mais là, on se ramassait à gérer des situations où on va mettre des données confidentielles sur des appareils puis sur des logiciels qui ne sont pas gérés par l'entreprise. C'est très, très similaire là, en ce moment, ce qu'on vit avec l'utilisation de l'AI qui n'est pas autorisé ou qui n'est pas construit par l'entreprise, c'est-à-dire qu'il est laissé à la libre discrétion de ses usagers. C'est un petit défi à laquelle toutes les compagnies doivent porter attention en ce moment. Oui, ben, on peut prendre l'exemple classique de Dropbox qui, si on lit le contrat d'utilisation, permet, je pense, le partage avec 200 fournisseurs différents des données qui sont stockées dans Dropbox. Donc, si on pense que nos données sont protégées, pas vraiment, là, ils peuvent être utilisées parce que fait partie des modèles de financement qui sont associés. Fait que faut être très, très prudent avec ces données-là. Dans ce cas-ci, c'est pas si pire, mais parce qu'on est capable de retracer. Mais dans des cas de Gen AI plus public, on n'est pas capable de rien retracer. Donc, on se met dans un point très, très, très important. On va continuer sur le safe. Oui. Numéro 5. Le pilier numéro 5 dit Adapt control to adjust mitigation and create faster feedback loop for AI deployment. En gros, il y a comme 4 concepts dans ça. C'est-à-dire, l'idée, c'est vos mécanismes de red teaming doivent s'adapter à l'AI. Fait qu'en ce moment, on teste l'infrastructure, on teste nos applications. Ben, il va falloir tester ultimement aussi l'AI. Il y a des nouvelles attaques qui sortent. Il y a des nouvelles techniques qui sortent. On en voit à toutes les semaines, ces temps-ci, quasiment littéralement. Il y a des nouvelles méthodes qu'on se doutait pas qui existaient, qui sont sorties. Fait que là, ce qui est important, c'est d'être on top de ça pour être capable de les comprendre. Oui, puis notamment dans ces contextes-là, c'est vraiment tester comment le modèle lui-même réagit. Et si le modèle a été ça fait partie aussi bien entraîné, c'est que si les données ont été mal utilisées ou le modèle a été mal entraîné, c'est un peu dans ces exercices de red teaming-là spécifiques pour le AI dans lequel on va rattraper justement ces mauvais entraînements-là. C'est un peu triste parce qu'il faut jeter, une fois que le modèle a été mal entraîné, il faut le jeter, il faut recommencer à zéro. Mais il demeure que ces éléments-là vont être capables de ressortir. Puis je connais plein de gens qui testent. C'est leur job en plus de tester si les modèles ont été bien entraînés. Puis c'est du red teaming classique au sens où on est là pour attaquer, puis là on donne les résultats de ces attaques-là pour déceler des mauvais entraînements, on décide des mauvaises choses. Puis c'est vraiment d'un côté que on est vraiment en safety, on est vraiment en sûreté. C'est-à-dire qu'on essaie de protéger, puis parce que comme on ne connaît pas l'entièreté du fonctionnement, il faut s'assurer qu'il soit, tu parlais de l'éthique. Là, on est en safety, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il protège les informations, protège les vies, protège les choses. Donc, s'assurer de bien le tester, que le modèle résiste aux attaques qui sont développées, comme tu mentionnes, qui sont découvertes régulièrement parce qu'on n'est pas habitué, on n'a jamais testé ça avant. Ouais. Donc, puis il y en a des nouvelles attaques, là, si on regarde prompt injection, data poisoning, evasion attack. C'est des choses que c'est pas tout le monde qui les comprend. Fait que c'est important, de se renseigner. C'est important de comprendre c'est quoi la nature de ces attaques-là. Puis de faire de la vigie. C'est pas. Il y en a des nouvelles qui sortent tout le temps. C'est pas juste des vulnérabilités avec des CVE qu'on doit simplement patcher. C'est littéralement des nouvelles techniques. Puis je suis convaincu que l'industrie de la sécurité va sortir une panoplie d'outils, de savants outils pour se protéger contre ces attaques-là dans les prochains mois. Ça n'est pas exclu, mais c'est vraiment des attaques différentes. Puis là, on fait une distinction quand même assez importante parce que si on est sur du AI plus classique, c'est drôle de dire du AI classique rendu à ce stade-ci, étant donné que, bon, bref, ce qui est du AI non classique, c'est du Gen AI, là.
Mais du AI classique est très peu vulnérable à ce genre de problème-là parce que c'est des modèles fermés, robustes, testés et cadrés. Le Gen AI, le problème, c'est que là, on est dans un contexte d'interaction continue avec des humains. Et les humains sont foncièrement imprévisibles, ils vont faire tout et n'importe quoi. Et on doit garantir un certain niveau de sûreté, de sécurité associé. C'est qu'on n'envoie pas des mauvaises indications, si on donne des indications sur la route, il ne faut pas qu'on l'envoie dans un endroit dangereux. Il ne faut pas lui donner des conseils qui pourraient poser préjudice à sa vie. On a plein d'éléments comme ça qu'il faut regarder, qu'il faut tester. Puis on a eu des cas, malheureusement, dans les nouvelles, dans les dernières années, qu'on a vu où il y a des gens qui se sont en apparence suicidés. Je n'ai pas vérifié la nouvelle elle-même, mais parce que je pense que j'ai juste vu d'une source. Fait que pour moi, c'est pas assez fiable. Mais c'est assez crédible que la personne est allée jusqu'au suicide de croire, parce qu'il y a des gens qui ont cru que c'est des êtres vivants, il y a des gens qui tombent en amour avec le AI. Il y a plein d'éléments comme ça qui placent l'humain dans une situation obscure, à mon avis, et qu'il faut justement s'assurer que nos systèmes qu'on développe n'amènent pas des éléments comme ça qui peuvent poser des préjudices ou des troubles chez des gens qui sont peut-être un peu plus fragiles face à ces technologies-là. Là. Dans le pilier numéro 5, ce qui est le point le plus important, à mon avis, c'est vraiment de créer une loupe de feedback. C'est-à-dire que si jamais nos équipes de Red Teaming détectent un problème avec l'AI, c'est d'être capable de réagir rapidement, c'est d'être capable de le ramener à la base, puis de le corriger rapidement à l'intérieur de l'organisation, parce que des fois, des problématiques ne sont pas nécessairement techniques. La problématique pourrait être éthique. Donc, c'est super important de ramener ça à la business, de ramener ça à la personne qui est responsable de ce système-là. Parce que ça se peut que ça ne soit pas si simple que ça à régler. Ben, effectivement, il peut y avoir des discussions de règlement, mais il faut que la feedback loop soit beaucoup plus rapide que ce qu'on voit dans les SS Red Team standards, qui sont juste faits pour amener des points de déficience dans un rapport en bonne et due forme qui est remis 3 mois plus tard. Dans ce cas-ci, ben, l'exercice doit être quasi immédiat. Donc, si un problème est trouvé, il doit être immédiatement remonté à l'équipe de développement du AI pour la corriger, voire à détruire le modèle, pas le modèle, mais les données d'entraînement et recommencer parce qu'il y a eu un défaut dans l'entraînement. Là. Si on continue sur le dernier maintenant, le dernier pilier numéro 6, c'est de contextualiser les systèmes d'AI en fonction du risque. Ça, c'est un domaine que je pense que tu aimes beaucoup. On en a parlé pas mal, le risque associé à l'utilisation de l'AI. Qu'est-ce que tu en penses de ce pilier-là? Ben, c'est fondamental. Je trouve ça un peu dommage, c'est sur le dernier point. Ça devrait être le premier. Pour moi, ce serait le premier parce que le risque, pour moi, en cyber, c'est l'élément fondamental dans lequel on doit tenir compte, qu'on est capable de contextualiser l'environnement dans lequel le AI opère, dans le fond, dans quelle place il est. Et donc, le risque associé à cet environnement-là, est-ce que c'est un environnement fermé? Est-ce que c'est Internet au complet? Est-ce qu'il y a des vies humaines associées à l'usage du AI? Et ainsi de suite. Donc, tout ça permet justement d'arriver à une analyse cohérente et qui va amener la réflexion sur les 5 points précédents. On va faire du red teaming basé sur le risque. On ne testera pas des choses où il n'y a pas de risque, où il y a peu d'importance au risque pour l'organisation. On va vraiment le baliser dans ces conséquences-là. Là. Donc, pour moi, j'aime beaucoup ça. Puis moi, c'est le fondement de la cyber, mais je suis un peu déçu sur son dernier. Je pense que c'est important d'adapter son framework. J'arrive pas à trouver son cadre de référence. Le cadre de référence du risque, de la gestion du risque de l'AI. Puis s'assurer qu'on va bâtir un modèle, une façon de traiter, un inventaire de nos modèles, excuse-moi. D'être capable de comprendre à chacun de nos modèles c'est quoi les risques qui sont associés à l'utilisation de ce modèle-là, à implanter des règles pour la data privacy, pour la gestion du cyberisme, mais aussi les third party. Le risque associé à l'utilisation de third party. Donc, si on utilise un API externe qu'on appelle pour faire du traitement d'image, il y a des risques associés à ça, il faut bien les comprendre. Évidemment, dans les autres éléments qui sont dans le pilier numéro 6, on regarde faire un assessment du risque en fonction de ce qui est utilisé dans l'organisation. Regarder la gouvernance de l'écosystème d'AI. Donc, tous les éléments qui sont autour qu'on voit plus traditionnellement, mais là, c'est maintenant de les appliquer
à l'AI. Ouais, de l'adapter justement pour permettre à ce qu'on puisse répondre correctement et positionner correctement les différentes mesures qui s'associent à ce genre de choses-là. Puis même l'outil AI peut être un outil d'aide à l'analyse en risque aussi, parce qu'il probablement qu'il doit être très, très capable de prendre des décisions de risque pour faire des analyses de risque intéressantes. Là. Ça, je ne l'ai pas encore vu, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Mais il demeure que tout est une question de risque. Tu parlais justement de underwriter tantôt. Ben, la décision, c'est une décision de risque financière. Là, on prend une décision de risque légale avec la loi 25. On prend une décision de risque cyber dans ça, de gestion de risque au niveau du safety pour la protection des vies humaines. Donc, tous ces volets-là doivent être regardés dans une globalité pour protéger l'utilisation du AI qu'on est en train de développer ou qu'on devrait mettre en œuvre. C'est exactement ça. Fait que là, bref, là, on a couvert les 6 piliers du SAFE. Moi, j'encourage vraiment tout le monde qui écoute à aller lire la version longue. C'est juste 11 pages, mais ça va expliquer chacun des points puis des sous-points du SAFE. Maintenant, une fois qu'on a déterminé comment les 6 piliers du SAFE, l'idée, c'est de le mettre en pratique. Évidemment, pour le mettre en pratique, nous, dans le framework du SAFE, on le fait en 4 étapes. L'étape 1, c'est vraiment de comprendre ces use cases. Ça a l'air simple, mais il faut comprendre le use case d'utilisation de l'AI. Savoir les données viennent d'où, ils vont où, qui l'utilise, être capable de savoir comment on va interagir avec. Donc, les modèles qui font face à l'externe, donc au reste de la planète, vont pas être catégorisés ou sécurisés de la même façon que des données, des modèles purement internes. Donc, c'est vraiment comprendre le use case. Par la suite, c'est vraiment assembler l'équipe. Tout ce qu'on a parlé depuis tantôt, là, on a des tonnes de corps de métiers différents. On a des gens d'IT, on a des gens de data, on a des gens de sécurité, on a des gens de légal, on a évidemment les gens de la business. On va avoir les personnes qui vont être responsables de l'éthique, puis du cloud, évidemment, parce que ça utilise beaucoup le cloud. Donc, c'est important de rassembler toute une équipe complète pour qu'ils comprennent bien toutes les petites variantes qu'il y a à l'intérieur du SAFE. Puis aussi, l'étape 3 dans la mise en place du SAFE avant d'appliquer les éléments, ben, c'est vraiment de mettre la barre à la bonne place par rapport à la business. C'est important. Comme technologue, nous, ça semble facile de parler de ça. On est peut-être plus à l'aise, mais la réalité, c'est que la business, ceux qui vont l'utiliser, ceux qui vont en bénéficier, ben, ces personnes-là doivent comprendre les enjeux liés à l'utilisation de l'IA dans leur entreprise. Ce sont les principaux sponsors ou les parties prenantes principales de l'utilisation de l'IA. Ben, c'est important qu'eux comprennent c'est quoi qui est lié à l'utilisation de l'IA pour éviter de partir en peur puis de dire « Hey, on va le faire, on va le faire, on va le faire ». Finalement, être obligé de revenir sur des choix ou des décisions d'architecture plus tard parce qu'on souffre de certains problèmes. Oui, ou de brûler des millions de dollars justement dans des situations qui ont malheureusement été néfastes. Il y a beaucoup d'éducation à faire, même si les 4 étapes que tu mentionnais ont l'air simples. Pour ce que je vois autour de moi, ne sont pas maîtrisés par grand monde. Et moi, je retrouve encore un peu l'effet du beau-frère qui pense que parce qu'il a été capable de faire 2 prompts sur ChatGPT ou sur Gemini, est capable, maîtrise le AI et maintenant c'est un king du kung-fu du AI, quand en effet c'est immensément plus compliqué que ça et que ce n'est pas juste ce petit objet flashy-là qui est l'absolu. Même s'il est intéressant, même s'il y a comme un petit côté sexy, la réalité du AI est bien différente de ça, puis les risques sont bien différents de ça aussi. Exact. Fait que, bref, on va continuer d'éduquer puis de communiquer à propos des enjeux de la sécurité de l'AI. Une étape à la fois. Une étape à la fois. Ben, merci beaucoup. C'était le fun de revenir sur ça avec peut-être un peu plus de profondeur sur chacun des points, justement, pour qu'on puisse creuser un peu plus avec des exemples qui nous sont propres. Je te remercie en un moment et notamment aussi pour le Secure où ça a été très intéressant, justement, ce tour d'horizon-là.
Pour le nombre de questions que tu as eues, je pense que tu as suscité beaucoup la curiosité parce que tu es probablement une des personnes qui a le plus grand nombre de questions associées à ta présentation. Donc, je pense que tu as frappé dans le mille. Là. Écoute, ça m'a fait plaisir de participer. Puis j'espère que je vais avoir l'opportunité encore l'année prochaine de venir participer à ça. Cool. Salut. Toujours prêt. Ça part bien. Ouais, c'est bon, là. Ris pas. Une fois que tu as perdu le contrat, c'est difficile de le rattraper. Bienvenue au Polysécure épisode technique. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en aura pas de facile. Respire. Puis.